Bienvenue dans Entrepreneur Café, le podcast des entrepreneurs de l'industrie. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Café. Moi, c'est Xavier Riquier, l'un des cofondateurs du podcast, et aujourd'hui, nous partons au Canada à la rencontre de Nessan Saran, cofondatrice et CEO de Can4Cast, start-up québécoise qui déploie de l'intelligence artificielle au service de l'eau, principalement pour le secteur des municipalités. Dans cet épisode, Nessan revient sur son parcours et sur ce qui l'a amené à créer Can4Cast à Montréal fin 2016. Elle nous présente également en détail les deux solutions développées par Can4Cast. InfoBaignade, la solution qui permet aux municipalités disposant de plages ou de rivières de mesurer la qualité de l'eau à l'instant T et dans le futur, et InfoBri, qui informe les municipalités sur les endroits les plus critiques sur leur réseau d'eau potable afin d'anticiper les travaux à effectuer. Un échange inspirant qui nous fait grand plaisir de vous partager. Bonne écoute! Bonjour Nessan, et merci de passer ce moment avec moi. Bonjour Xavier, c'est tout le plaisir est pour moi. Nessan, la première question traditionnelle dans le podcast, est-ce que tu pourrais nous faire le fameux pitch de Can4Cast? Qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites? Oui, absolument. Alors, Can4Cast, c'est une jeune entreprise qui a été créée à Montréal. Notre mission, c'est vraiment de déployer l'intelligence artificielle au service de l'eau, surtout pour les municipalités. Donc, on est principalement dans le domaine urbain. On a deux solutions en ce moment qui sont commercialisées. La première, en français, s'appelle InfoBaignade. Donc, elle concerne les municipalités qui ont soit une plage urbaine, soit une rivière ou un cours d'eau, etc., où est-ce qu'ils veulent avoir des prévisions météo, mais de la qualité de l'eau pour la santé publique. Donc, c'est une solution qui utilise l'intelligence artificielle et aussi beaucoup de facteurs environnementaux, donc tout ce qui est météo justement, précipitations, déversement d'eau usée et qui détermine est-ce que l'eau est baignable ou pas à l'instant T dans le futur. Et notre deuxième solution s'appelle InfoBri, donc Bri comme rupture de conduite d'eau potable. Et InfoBri identifie pour les municipalités les endroits les plus critiques dans leur réseau qui vont bientôt justement avoir une casse ou des fuites pour que la municipalité puisse agir de façon proactive. Et du coup, quand tu parles d'intelligence artificielle, comment elle est appliquée sur la partie baignade et bri? Pour la partie baignade, vous recueillez des infos sur la qualité de l'eau, le pH, etc. Et il y a un modèle qui permet d'anticiper, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc en fait, chaque plage est un petit peu différente. Donc il y a un modèle un petit peu différent qui est développé pour chaque plage. Mais souvent, c'est plus ou moins les mêmes informations qui sont rentrées. Donc, par exemple, je donne un exemple tout simple. Si on est dans un milieu urbain avec une rivière très dynamique, là, on va pouvoir prendre en compte le débit de l'eau dans la rivière. On va pouvoir aussi prendre en compte justement la météo. Est-ce qu'il a fait chaud pendant la dernière journée? Est-ce qu'il a plu? La ville de Montréal et certaines villes qui sont un peu plus, si on veut dire, en avance, ils monitorent aussi la quantité d'eau usée qu'ils déversent dans la nature. Donc ça, c'est très important pour la qualité de l'eau. Maintenant, il y a certains endroits où est-ce que l'influence de la marée est importante. Donc, on va l'utiliser aussi. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Et le but, vraiment, c'est d'avoir le meilleur modèle qui, à partir de tous ces facteurs-là, est capable de prédire la qualité de l'eau en temps réel. D'accord, très, très intéressant. On reviendra plus en détail sur vos secteurs applicatifs et sur où vous en êtes en termes de projet, mais moi, ce qui m'intéresse là, Nessan, c'est parler un peu de toi. Qui tu es, d'où viens-tu et qu'est-ce qui t'a donné l'idée de créer Can4Cast à Montréal? Oui, alors, qui je suis, je m'appelle Noysan. Ce qui m'a lancée, en fait, c'est une compétition qui s'appelle Aqua Hacking. Donc en gros, personnellement, j'avais pas du tout prévu d'être entrepreneur dans ma vie. C'était pas du tout quelque chose en fait, je travaillais au gouvernement, canadien à Environnement Canada, donc ministère de l'environnement. Au niveau fédéral, c'est ça? C'est ça, exactement. Et plus aussi au niveau de la modélisation de la météo. C'est tout ce qui est tempête de neige, et cetera, modélisation statistique. Et en fait, j'ai participé à un concours qui s'appelle Aqua Hacking, qui est sponsorisé par une fondation assez connue au Québec, qui est la fondation de Gaspé Beaubien. Donc, ils font beaucoup de philanthropie dans le domaine de l'eau. Et en fait, c'est là-bas que j'ai rencontré celui qui allait devenir mon cofondateur, qui s'appelle Nicolas Saint-Gelais. Et lui, il finissait son doctorat en qualité de l'eau.
Donc lui, il comprenait bien tous les enjeux de, attention, la façon dont les municipalités à l'époque mesuraient l'eau était pas, on va dire, très sécuritaire pour la santé publique. Donc je m'explique. C'était en quelle année ça? C'était fin 2016, début 2017. Donc, je vais donner un exemple. En fait, la façon classique de mesurer la qualité de l'eau, au Canada en tout cas, consiste à mesurer la quantité d'une certaine bactérie qui s'appelle E. coli, qui est souvent liée à toutes sortes d'intoxications alimentaires et autres. Et en fait, la façon dont on fait, c'est qu'on prend un échantillon d'eau. Donc, quelqu'un va aller prendre un échantillon d'eau dans la rivière ou le lac ou l'eau de mer et va ensuite l'amener au laboratoire pour tester. Le problème, c'est qu'il faut laisser ces colonies de bactéries-là incuber. Donc, souvent, on va de 5 heures à 24 heures pour avoir la réponse de à quel point est-ce que l'eau était contaminée au niveau de la bactérie E. coli. Le problème, c'est qu'au moment où est-ce qu'on a la réponse, ben, on est 5 à 24 heures trop tard. Parce que surtout dans un milieu qui est dynamique comme la rivière, etc., l'eau s'écoule. Donc, l'eau qui était là il y a 24 heures n'est plus l'eau qui est là maintenant. Et on avait souvent des cas où est-ce que la plage était fermée trop tard. Donc, ça veut dire que tous ces gens-là qui se sont baignés pendant le temps où est-ce qu'il fallait faire incuber les bactéries, etc., ils sont tombés malades potentiellement. Donc nous, on est passé vraiment de ce modèle-là qui est plus réactif à un modèle proactif, où si on est capable de modéliser en temps réel la contamination avec justement l'intelligence artificielle, alors on est capable de leur dire en temps réel, OK, dans 1 heure, il va falloir fermer la plage. D'accord, ouais, donc c'est vraiment plus proactif et ça permet d'anticiper et de pas laisser les gens se baigner le temps que les tests soient faits, quoi. Exactement. Donc c'est un peu comme ça, je me rends compte que j'ai pas vraiment répondu à la question de mon parcours personnel, mais c'est ça. Donc une fois que lui, il avait expliqué, Nicolas avait expliqué la situation, on a vraiment mis nos cerveaux ensemble. Donc on était 8 à l'époque dans cette compétition-là. On a travaillé avec les équipes de la ville de Montréal, qui eux, ils ont un département de données ouvertes qui est quand même très actif, qui ont mis de façon ouverte un jeu de données pour de qualité de l'eau sur 2015. Et à la finale de la compétition, on a réussi à montrer que notre modèle était en fait déjà plus efficace pour la santé publique que ce que la municipalité utilisait. Donc c'est comme ça qu'on a gagné la compétition aquahacking. Et moi, j'avais pas compris en fait que le but c'était de démarrer une start-up. Donc D'accord. Donc t'avais fait ça plus pour le fun que pour vraiment. exactement. C'est original comme. C'est ça. Donc en fait, je me suis retrouvée à un moment où de choix du coup de qu'est-ce qu'on fait étant donné la situation. Parce que moi, j'étais très contente avec mon boulot au gouvernement et qui dit gouvernement dit aussi sécurité d'emploi. Je savais normalement j'allais aller jusqu'à la retraite dans ce boulot-là. Et Nico, il finissait son PhD, donc lui aussi, ça l'intéressait beaucoup une carrière académique. Bon, c'est en tout cas de mon côté. Ce que j'ai fait, c'est que j'avais de la chance. L'emploi où j'étais permettait d'avoir une sabbatique de 1 an une fois dans sa carrière. Donc, certains, ils prennent ça pour faire un tour du monde, d'autres pour d'autres raisons. Et moi, je me suis dit, allez, je prends la sabbatique, j'essaye la start-up et au pire, si ça marche pas, je Ouais, retourne. dans un an, je reviens et puis. Voilà. Bon, on mitige le risque comme ça. Et en fait, c'est ça. Donc, j'ai pris ma sabbatique et la chance qu'on a eue, c'est que la ville de Montréal, vu qu'ils étaient là à la finale, qu'ils ont vu la démonstration de notre preuve de concept, ils nous ont proposé un premier mandat. Et donc, dans la première année, on a eu la chance de faire ce premier mandat-là. Et vu ils ont pu voir la qualité de notre travail, de fil en aiguille, on a eu 2, 3 clients à la fin de la première année, ce qui faisait que moi, j'ai pu me payer vraiment salaire minimum, mais c'était déjà une preuve que bon, il y a quand même quelque chose là. C'est pas que du vent. Du coup, j'ai démissionné à la fin de l'année et c'est comme ça que la compagnie est née. Du coup, vous êtes associés tous les deux, parce que tu t'as dit à un moment vous étiez 8 sur le projet, mais il n'y a que vous deux qui êtes partis sur le projet à 100%. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, les 8, ils étaient un peu comme nous au début. On voulait faire quelque chose d'intéressant pendant l'été.
Et après, quand on a gagné et qu'on nous a dit, bon, écoutez, la fondation est prête à vous payer votre incorporation, etc. Tu sais, ça fait un choc parce que c'est un changement de carrière assez brutal, surtout si tu n'y as pas pensé. Donc, il y en a beaucoup vraiment qui étaient pas prêts à ce changement-là. Donc, du coup, c'est moi et Nico qui avons continué. Tu avais quel âge quand du coup, tu t'es lancé dans la startup? Est-ce que tu étais encore jeune ou... Ouais. Je pense mi-vingtaine. Et donc, tu disais qu'ils vous ont aidé du coup, à financer la création de la startup, l'objet juridique, etc., et que la ville de Montréal a financé le premier projet avec eux. Est-ce que ça vous a permis de tout de suite viabiliser le concept et après de vous étendre à d'autres municipalités au Québec? Comment ça s'est passé? Ça s'est fait naturellement ou est-ce que vous avez dû prospecter? Oui, c'est exactement ça. Ben, c'était un mélange des 2. Donc, le premier mandat, on a vraiment eu beaucoup de chance avec la ville de Montréal. Ce qui s'est passé aussi, c'est que comme ils ont vu qu'on a fait du bon travail, ils nous ont présenté, à la direction des réseaux d'eau, qui nous a demandé si on pouvait utiliser l'intelligence artificielle pour, déterminer les conduites les plus à risque. Donc ça, c'est eux qui ont eu l'idée d'Infobris, justement, notre deuxième produit. Donc, je dirais à Montréal, ça s'est fait naturellement. Après, à l'extérieur de Montréal, on a vraiment dû prospecter. C'était pas facile les premières années, surtout parce que personne nous connaissait. Et vraiment, ce qu'on a eu la chance, c'est qu'on a vraiment travaillé très fort pour nos 2 premiers mandats. Donc, ça a fait des clients qui étaient contents, qui nous ont permis d'avoir quand même ce premier cas de succès-là qu'on pouvait montrer aux autres. Mais la prospection, effectivement, ça, c'est quelque chose qu'on a fait. Et puis on connaissait rien. Moi et moi et Nico, on est 2 scientifiques, donc on connaissait vraiment rien à tout ce qui est prospection, marketing, etc. Donc on a tout découvert sur le tas et envoyé des emails, contacter les gens par LinkedIn, les succès, les réjections, beaucoup de réjections au début. Vous n'avez pas voulu faire appel à je sais pas si on peut dire un professionnel ou à quelqu'un dont cette expertise pour faire ça? Vous avez voulu faire ça vous-même? En fait, ça, c'est une super bonne question parce que quelque chose que j'ai oublié de mentionner, c'est que on est rentré aussi dans un incubateur de start-up au centre-ville de Montréal qui s'appelle District 3. Et, euh, et en fait, bon, c'était aussi parmi le package que la compétition avait donné pour le premier prix, donc l'incubation à l'incubateur plus les frais d'incorporation. Et en fait, là-bas, ils nous ont expliqué donc à l'incubateur que c'était pas une très bonne idée pour les entrepreneurs au début d'embaucher quelqu'un pour faire la vente. Parce que au début d'une startup, l'important, c'est de comprendre le marché, surtout quand c'est des entrepreneurs techniques, de comprendre ce que ça prend comme travail de réussir une vente. Et pour eux, c'était vraiment important que c'est nous qui faisions ce travail-là. Donc, on les a écoutés. Je pense que c'était une très bonne chose parce qu'on a appris à la dure beaucoup. Votre côté ingénieur fait que vous frottez aux clients potentiels, peut-être adapter votre produit pour qu'il soit plus près des besoins aussi, peut-être? Absolument, absolument. C'est ça, tout le but de toi-même aller et voir si, bon, ce que tu as développé, ça rend une ville contente, mais est-ce que c'est assez pour monter une entreprise avec plusieurs personnes dans l'équipe, etc., qui sont payées de façon régulière. Donc, c'est un peu ça. Je te dirais, ça s'est pas fait sans heurts. On a quand même beaucoup appris. On a plusieurs fois dû adapter notre logiciel, mais au final, je pense que vu les résultats, ça valait la peine. En ce moment, on est dans environ 25 municipalités, donc tout le Canada, et on vient de signer notre premier client en France. Bah, justement, j'allais te poser la question au bout de 5 ans. Donc, tu m'as dit que c'était écrit en 2017. Donc, 2022, ça fait 5 C'est années. ça. Où vous en êtes? Combien vous êtes maintenant chez Can Forecast? Donc, tu me disais 25 municipalités au Québec. Enfin, pas qu'au Québec, d'ailleurs, tout au Canada. Exact. Et première signature en France. Donc, ça veut dire que vous êtes en train de vous développer assez fortement. Ouais, c'est ça. On va dire c'est pas extraordinaire si on avait été du B2C, mais pour la vente aux municipalités, c'est quand même bon. On va dire ça comme ça. Parce que c'est quand même des cycles de vente qui sont assez longs, qui prennent 6 mois à 2 ans avant de fermer un deal. Donc ouais, c'est ça. Donc on est pas mal dans là toutes les plages au Québec pour Info Baignade, à Toronto aussi. Pour Infobris, c'est vraiment plus étalé sur tout l'est du Canada, mais quand même pas mal.
Enfin, je fais un petit interlude, mais ça peut surprendre certains de nos auditeurs français qui connaissent pas forcément, mais au Canada, l'été, il fait chaud. Et donc, beaucoup de gens vont se baigner sur les plages, sur les lacs. Voilà. C'est- C'est vrai. On a 3 mois de bonheur avant que l'hiver ne recommence. Vu que vous avez deux produits, vous avez la partie baignade et la partie brie. Donc, sur les 25 municipalités que vous équipez au Canada, plus celle en France, est-ce que c'est en majorité pour la partie baignade ou est-ce que c'est 50-50 aussi avec la partie canalisation? Il y a un peu plus en ce moment de canalisation que de baignade. Mais là, il y a aussi de la redondance. Donc, il y a certaines municipalités qui sont clientes pour les deux en ce moment. Et pour dire, je parle de ces deux-là, mais en fait, je pense ce qui fait notre force vraiment en tant que jeune entreprise, c'est que toutes nos solutions, on les a développées avec les clients et en réponse à un besoin du client. Donc là, il y a 3 autres solutions qui sont en développement avec des villes en particulier qui vont arriver bientôt sur le site internet aussi. Vous êtes, j'ai oublié de te poser la question, mais du coup, vous êtes combien maintenant chez Can Forecast? On est 12. Petite équipe, mais l'objectif pour nous, c'est de rester petit. On va être efficace plutôt que d'être une plus grosse équipe, mais où est-ce que l'efficacité se perd parce qu'il y a plusieurs niveaux dans le partage de l'information. Vous êtes tous basés à Montréal? Avant la pandémie, oui, mais depuis le Covid, en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait embaucher de partout. Du coup, on a une personne en Alberta, une autre à Toronto, et puis on a un statisticien qui a passé l'été en France. Là, en ce moment, il est encore en France, mais ça va, en fait, ça se fait bien, je trouve. Ouais. Pas de problème de décalage horaire? Non, c'est ça. En fait, ce qu'on a demandé, c'est que tout le monde ait un overlap de 4 heures par jour. Donc, tu te débrouilles. Mais il faut que tu sois là 4 heures avec tout le monde. Ouais, c'est intéressant entre la personne qui est en Alberta et celle en France. Il faut trouver le 4 heures de commun, mais C'est ça, c'est ça. Je pense qu'il travaille un peu tard, celui qui est en France, mais il est bien content parce que du coup, il passe oui. son été là-bas. Et je me posais la question, tu as dit 25, 25 municipalités au Canada et une en France. Est-ce que vous avez essayé de démarcher votre grand voisin américain? Parce qu'il y a quand même aussi beaucoup de plages et de municipalités là-bas. Pourquoi vous avez déjà une municipalité en France et pas encore aux États-Unis? Est-ce que c'est un choix de votre part? En fait, on a commencé la France avant les États-Unis. Principalement parce que la France, c'était plus pour la baignade et c'est vraiment une préférence de Nicolas. Il a préféré aller en France qu'aux États-Unis pour commencer. Moi, de mon côté, on commence à démarcher là depuis, je te dirais même pas 2 semaines, les États-Unis pour les canalisations. Et en fait, le truc, c'était que on tient à grossir de façon organique et le marché canadien était encore en train de se développer dans les 6 derniers mois pour les canalisations. Donc, je voulais pas trop qu'on s'étale, mais là, on est prêt. On a commencé il y a 2 semaines. Je te dirai dans 6 mois ce que ça donne. Pour faire un petit focus sur le sujet des canalisations, est-ce que tu peux nous expliquer quel est le besoin actuel d'une municipalité sur cette thématique et en quoi votre solution peut y répondre? Parce que je pense que c'est un sujet que les gens n'ont pas forcément conscience, l'importance des canalisations et les problématiques qui peuvent être liées à ça. Ouais, ouais, en fait, c'est le grand oublié de tout le monde. En fait, faut savoir, plus les villes sont importantes, donc en population, normalement, plus elles ont été bâties il y a longtemps, et le temps que les gens s'accumulent. Et en fait, plus les canalisations ont été bâties il y a longtemps. Donc, je ne vais pas parler de Rome, là, avec ses aqueducs millénaires, mais prenons un cas comme Montréal ou Toronto. Les canalisations ont été construites à partir de la fin des années 1800. Et ces canalisations-là, elles sont dans le sol. Donc, tant que ça produit de l'eau et que ça casse pas, tout le monde s'en fout, pour être complètement honnête. Et personne les voit. Et c'est comme les vaisseaux sanguins dans le corps, à moins qu'il y ait un problème, peut-être on s'en fout de nos vaisseaux sanguins. Donc c'est un peu la même chose pour les canalisations d'une ville. Et le problème, c'est que du coup, d'élection en élection, pendant le siècle passé, il y a quasiment aucun politicien qui a voulu mettre du budget là-dedans parce que le budget est plus intéressant quand il est utilisé sur des projets visibles qui font que Oui, la pour population... se faire réélire. Exactement. Donc c'est vraiment ça qui s'est passé. Donc beaucoup de négligence
au niveau de l'entretien des canalisations. Et maintenant, on se retrouve avec un gros déficit d'entretien. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup de ces canalisations-là qui auraient dû être remplacées dans les décennies passées qui n'ont pas été et qui sont en train d'approcher leur fin de vie utile. Donc, qui vont bientôt casser et qui sont en train de casser justement. Et les municipalités ont toujours le même budget ou même des fois moins de budget pour les remplacer parce qu'il y a d'autres priorités. Donc, c'est là qu'on intervient en fait. C'est pour ça que la ville de Montréal nous avait approchés au début. Et c'est vraiment ça le principe d'Infobris, c'est qu'on va prendre dans une municipalité tout son historique, donc l'ensemble du réseau d'eau potable, les différents matériaux, les dates d'installation quand elles sont connues, les diamètres, le type de sol, l'information sur le trafic. Donc, il faut savoir que plus il y a du trafic au-dessus de la canalisation, plus ça crée des vibrations qui peuvent endommager la canalisation en dessous, etc. Et en fait, avec ça, on prend aussi un historique de toutes les fuites et les casses qu'il y a eu dans le passé. On va dire les 10 dernières années sont bonnes en général au Canada parce que les gens ont commencé à mettre à jour leur base de données, etc. Avant ça, c'est moins utile, mais on prend ce que la ville a. Et le but de ce modèle-là d'intelligence artificielle, c'est d'essayer de relier les casses qu'il y a eu dans le passé avec certains groupes de canalisation qui vieillissent très mal. Donc ça se peut que par exemple dans une ville en particulier, c'est toutes les canalisations. Je vais donner un exemple là, en fonte grise de petits diamètres qui sont à haute pression, mais c'est elles qui vieillissent très mal. Et on va prioriser ces canalisations-là par probabilité de casse dans les 5 prochaines années. Et après ça, on fait quelque chose d'autre, c'est qu'on a la probabilité que ça casse, mais aussi la conséquence d'une fuite. Et si tu as une fuite quelque part dans un champ agricole perdu, à un moment donné, c'est grave, mais pas tant que ça. Si on a une fuite, mais dans la canalisation qui sert en eau un hôpital au centre-ville, là, on va avoir un gros problème parce que si il va falloir couper l'accès à l'eau à un hôpital, vous imaginez le genre de problème qu'on peut avoir au niveau de la vie des patients, etc. Donc, on va avoir la probabilité que la canalisation brise dans les futurs 5 ans multipliée par la conséquence. Donc, à quel point c'est grave si ça arrive. La criticité, en fait, c'est ça que vous allez évaluer. Absolument. Et une fois qu'on a ça, la ville, elle sait exactement où prioriser soit les réparations, soit les entretiens préventifs pour que ça n'arrive pas. Je trouve ça super intéressant. Mais du coup, est-ce que c'est facile quand vous allez voir une municipalité qu'elles ont toutes les données déjà à disposition ou est-ce qu'il y a un gros travail de votre part pour récupérer toutes ces données? J'ai du mal à visualiser. Est-ce que toutes les municipalités sont entre guillemets à la page là-dessus, peuvent vous fournir des jeux de données rapidement ou il y a un gros travail de préparation? C'est une excellente question. En fait, c'est vraiment une distribution normale de où est-ce que ces municipalités-là se situent dans les données. Donc, c'est-à-dire, il y en a qui ont rien, vraiment. Bon, il y en a qui étaient intéressés par notre produit, mais ils nous ont dit, mais on sait même pas ce qu'on a sous le sol, c'est quoi les matériaux. Des fois, il y a rien. Mais quand il y a rien, on peut rien faire. C'est vraiment simple. Malheureusement, quand il y a rien, on leur dit, bah écoutez, on pourrait vous donner des recommandations, d'échantillonnage, de comment commencer à accumuler les données, mais ça va vous prendre au minimum 3 à 5 ans avant qu'on puisse travailler avec vous. Ça, c'est le cas extrême, vraiment à gauche de la courbe. À droite de la courbe, il y a des municipalités très en avant. C'est-à-dire non seulement ils savent exactement ce qu'ils ont, mais des fois aussi, ils ont des senseurs un petit peu partout dans leur réseau. Ils savent exactement les variations de débit, de pression qui arrivent le matin, la nuit, aux heures de pointe. Ils ont toutes ces informations-là. Donc, des fois, tu pars de j'ai aucune information à une autre ville à côté qui a mais énormément d'informations. Donc, on part de zéro à du big data, carrément. Et au milieu, la plupart des municipalités ont quand même de l'information à chaque année la dernière décennie sur 80% de leur réseau. D'accord, ouais, donc ça reste quand même intéressant. C'est bien aussi parce que ça veut dire que
on peut les accompagner, même celles qui sont un peu en retard, on peut les accompagner dans les prochaines années. Donc, d'un point de vue business, ça va. Oui, c'est intéressant pour vous. Exact. Il y a de quoi faire. Et justement, en parlant de business, donc pour parler un peu plus spécifiquement de la France, tu disais que vous venez de conclure un deal avec une municipalité française. Bah, je ne sais pas si je peux te dire le nom de cette municipalité, mais quelle est votre stratégie sur le marché français? Est-ce que c'est une démarche opportuniste d'avoir fait ce deal ou est-ce qu'il y a une réelle volonté de la part de Can4Cast de se développer en France? Oui, c'est la ville de Royan en France. Je pense qu'il y en a quelques-unes. C'est vraiment mon cofondateur là, Nicolas, qui est expert vraiment du démarchage en France. Mais de nos discussions, ce qu'il veut faire, c'est vraiment commencer à s'implanter parce que ce qui s'est fait dire, c'est que c'est bien, on peut faire quelques projets par-ci par-là si vous êtes situé au Canada, mais si vous voulez vraiment vous implanter en France, il faudrait des bureaux là-bas. Donc, Un minimum un partenaire local. c'est ça, c'est ça. Donc, c'est quelque chose qu'il est en train de regarder là, de plus en plus en détail. D'accord, non, mais c'est intéressant. Il a identifié qu'il y avait du potentiel en France, du coup. Oui, mais c'est ça, comme tu disais, le Canada pour la baignade, c'est 3 mois, hein, et c'est pas partout. Donc, en France, par contre, c'est tout le sud de la France qui a de très belles conditions, beaucoup plus longtemps que nous. Et les plages sont plus proches aussi qu'au Canada parce que les villes canadiennes, comme on discutait avant le début de l'épisode, sont pas mal éloignées. Donc, Ça veut dire que potentiellement, il y a la France, mais il y a tous les pays qui ont beaucoup de spots de baignade. Donc ça veut dire vraiment un marché au niveau monde qui est quand même assez énorme pour vous. Si vous arrivez à vous structurer à des marchés, potentiellement, il y a de quoi faire pour les prochaines années. oui, c'est ce qu'on espère. On croise les doigts très fort. Bah, c'est tout ce que je vous souhaite. Merci. Nessan, on arrive au bout de l'entretien. La question traditionnelle qu'on pose aux entrepreneurs qu'on interviewe, c'est si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui aimerait entreprendre mais qui ne sait pas trop comment s'y prendre, quel serait ce conseil ou quel serait le piège selon toi à éviter? Piège à éviter, je pense, c'est perfectionnisme. Ça, c'est sûr. Le conseil, ben ça va de pair avec le piège, justement, c'est juste de se lancer. Parce que quand je repense à nous au début, moi et Nico, on connaissait rien. Je veux dire, on était bons dans ce qu'on faisait techniquement, mais c'est tout. Je veux dire, on n'avait aucune connaissance en démarchage de clients, comment embaucher, comment payer les gens, comment faire une stratégie marketing, comment même monter une équipe on ne comprenait rien. Mais ce qu'on savait, c'est qu'on était bon techniquement, qu'on était intéressé par les problèmes de nos clients et puis qu'on était prêt à mettre les heures pour s'assurer que ce qu'on faisait avait de la valeur pour eux. Et je pense qu'ils l'ont vu, en fait, nos clients. Ils ont vu que, bon, on était jeunes et puis on n'avait pas beaucoup d'expérience dans l'entrepreneuriat, mais ils ont vu la volonté et puis le travail qu'on allait faire pour eux. Plus qu'une firme bien établie allait mettre du temps pour ces villes-là, nous, on était prêts à mettre 4-5 fois ces heures-là, s'il fallait. Non, je trouve c'est intéressant ton côté, tu disais perfectionniste, c'est de ne pas attendre d'avoir le produit parfait avant de se lancer. C'est ça. C'est ça, parce qu'au final, les gens, s'ils voient que tu es prêt à te démener pour eux, si tu es prêt à vraiment faire le travail, ils te donnent une chance. Bon, c'est sûr qu'il y a plein qui vont pas te donner une chance aussi, mais si tu essayes, on va dire, si tu parles à 100 personnes, il y aura assez de personnes qui vont te donner une chance pour que tu puisses commencer à bâtir ton entreprise. Non, mais je trouve que c'est un très beau message que tu passes. Écoute, j'espère, je souhaite tout le meilleur pour Can4Cast en espérant vous voir en France sur toutes les plages très rapidement. Merci beaucoup Xavier, très apprécié. Et voilà, merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'ai été ravi de vous faire partager ce moment avec cet entrepreneur très inspirant. N'hésitez pas à nous soutenir et laisser vos commentaires sur nos réseaux sociaux LinkedIn, Twitter et Instagram, ou bien encore nous laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain pour le prochain épisode de nos podcasts. À jeudi!